Quatorzième partie de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Quatorzième partie. Le mystère m'était absolument nécessaire. Je n'osais lui donner un château, ni faire pour elle aucune magnificence de l'art. Notre ennemie s'en serait aperçue, elle en eût eu quelque inquiétude, dont les suites eussent été funestes pour nous. J'aimais donc mieux prendre un habit simple et la confier au premier particulier que je rencontrerais, qui me paraîtrait homme de bien, et où je pourrais me flatter qu'elle trouverait les aisances de la vie. Le hasard favorisa bientôt mes intentions. Je trouvai ce qui me convenait parfaitement. Ce fut une petite maison dans un hameau dont la porte était ouverte. J'entrai dans cette chaumière qui me parut être celle d'un paysan à son aise. Je vis à la clarté d'une lampe 3 paysannes endormies auprès d'un berceau que j'ai jugé être celui d'un nourrisson. Il n'avait rien de la simplicité du reste de la chambre, tout en était somptueux. Je pensai que cette petite créature était malade et que le sommeil où ses gardes étaient plongés provenait de la fatigue qu'elles avaient eue auprès d'elle. Je m'en approchai sans bruit dans le dessein de lui donner du soulagement, et je me faisais d'avance un plaisir de la surprise que ces femmes auraient eue en s'éveillant en trouvant leur malade guéri, sans savoir à quoi l'attribuer. Je m'empressais à tirer cet enfant de son berceau dans l'intention de lui souffler de la santé. Mais ma bonne volonté lui devint inutile. Il expirait au moment que je le touchai. Cette mort dans l'instant m'inspira le désir d'en profiter et de mettre ma nièce à sa place, si la bonne fortune voulait que ce fût une fille. Je fus assez heureuse pour que mes souhaits fussent remplis. Ravie de cette occurrence, je fis sans tarder cet échange et j'emportai la petite morte que j'enterrai. Je revins ensuite à cette maison où je fis du bruit à la porte pour éveiller les dormeuses. Je leur dis dans un patois affecté que j'étais une étrangère qui leur demandait un asile pour cette nuit. Elles me l'accordèrent de bonne grâce et furent regarder leur enfant qu'elles trouvèrent endormi paisiblement et avec toutes les apparences d'une parfaite santé. Elles en furent joyeuses et surprises, parce qu'elles ne connurent pas la tromperie que je leur avais faite en leur fascinant les yeux. Elles m'apprirent que cette petite fille était celle d'un riche marchand, qu'une d'elles était sa nourrice, qui après l'avoir sevrée l'avait rendue à ses parents, mais que l'enfant était tombé malade chez son père, qui l'avait renvoyé à la campagne dans l'espérance que le grand air lui ferait du bien. Elles ajoutèrent d'un visage satisfait, en regardant la petite, que cette expérience avait réussi et qu'elle produisait un effet meilleur que tous les remèdes qu'on avait mis en usage avant de la leur rendre. Elles résolurent de la reporter à son père aussitôt qu'il ferait jour, pour ne lui point retarder la satisfaction qu'il en recevrait, et pour laquelle elles comptaient de recevoir une grosse récompense, parce que cet enfant lui devenait extrêmement cher, quoique la dernière de 11. Au lever du soleil, elles partirent. De mon côté, je feignis de continuer ma route en m'applaudissant d'avoir placé ma nièce si avantageusement. Pour augmenter encore sa sûreté, et pour engager ce père supposé à s'attacher à cette petite fille, je pris la figure d'une de ces femmes qui vont disant la bonne aventure, et me trouvant à la porte du marchand, lorsque les nourrices la lui rapportèrent, j'entrai avec elle. Il les reçut avec joie, et prenant cette petite fille entre ses bras, il fut la dupe des préjugés de l'amour paternel, en croyant fermement que ses entrailles étaient émues à son aspect. Ce n'étaient que les mouvements du bon naturel qu'il confondait avec ceux de la nature. Je pris ce moment pour augmenter la tendresse qu'il s'imaginait ressentir. « Regarde bien cette petite, mon bon seigneur, lui dis-je dans le langage ordinaire aux personnes dont j'avais pris l'habit. Elle te fera grand honneur dans ta famille, elle te donnera de grands biens et te sauvera la vie et à tous tes enfants. Elle sera tant belle qu'ainsi sera-t-elle nommée par tous ceux qui la verront. » Pour récompense de ma prédiction, il me donna une pièce d'or, et je me retirai fort contente. Il ne restait plus rien qui m'obligeât à résider avec la race d'Adam. Pour profiter de mon loisir, je passai dans notre empire, résolu d'y rester quelque temps. Je demeurai tranquillement à consoler ma sœur, en lui apprenant des nouvelles de cette chère fille, et en lui témoignant que loin de l'avoir oubliée, vous chérissiez sa mémoire avec la même tendresse que vous aviez eue pour sa personne. Voilà, grand roi, quelle était notre situation,
tandis que vous étiez pénétré du nouveau malheur qui vous avait privé de votre enfant et qui renouvelait les douleurs qui vous avaient fait ressentir la perte de sa mère. Quoique vous ne puissiez positivement accuser de cet accident celle à qui vous l'aviez confiée, il vous fut cependant impossible de vous empêcher de la regarder d'un mauvais œil, parce que s'il ne paraissait pas qu'elle fût coupable, elle ne pouvait se justifier sur le fait de la négligence que l'événement avait rendue criminelle. Après les premiers transports de votre affliction, elle se flattait qu'il n'y aurait plus d'obstacle qui vous empêchât de l'épouser. Elle vous en fit renouveler les propositions par ses émissaires. Mais elle fut désabusée, et sa mortification fut extrême quand vous déclarâtes que non seulement vous n'étiez pas plus que ci-devant dans l'intention de vous remarier, mais que, quand bien même vous changeriez d'idée, ce ne serait jamais en sa faveur. À cette déclaration, vous joignîtes un ordre pressant de sortir incessamment de votre royaume. Sa présence vous rappelait le souvenir de votre fille et renouvelait vos douleurs. Voilà le prétexte dont vous vous servites. Mais la principale raison que vous aviez, c'est que vous vouliez faire cesser les cabales qu'elle faisait continuellement pour venir à son but. Elle en fut outrée, mais il fallut obéir sans pouvoir se venger. J'avais engagé une de nos anciennes à vous protéger. Son pouvoir était considérable, parce qu'elle joignait à la vétérance l'avantage d'avoir été 4 fois serpent. Comme il y a un danger extrême à le devenir, il y a aussi des honneurs et un redoublement de puissance attachés. Cette fée à ma considération vous prenait sous sa protection et mit votre amante irritée hors d'état de vous faire aucun mal. Ce contretemps fut favorable à la princesse dont elle avait pris la ressemblance. Elle la fit sortir de son sommeil, et lui cachant le criminel usage qu'elle avait fait de ses traits, elle ne voulut lui faire voir que le beau de toutes ses actions. Elle n'oublia pas de faire valoir ses bons offices et la peine qu'elle lui avait épargnée. Et afin qu'elle continuât elle-même son propre personnage, elle lui donna des conseils salutaires pour se maintenir. Ce fut alors que, cherchant à se consoler de votre indifférence, elle retourna auprès du prince, et qu'elle y renouvela ses soins. Elle le chérit, elle l'aima trop, et cette fée ne pouvant s'en faire aimer, lui fit ressentir un terrible effet de sa fureur. Cependant le moment de ma vétérance était insensiblement venu, et mon pouvoir augmentait, mais le désir de servir ma sœur et vous me persuada que je n'en avais pas encore assez. Ma sincère amitié me déguisant le péril des fastes dangereux, je voulus le franchir. Je devins serpent, et je m'en tirai heureusement. C'est ce qui me mit en état d'agir sans mystère pour le service de ceux que nos mauvaises compagnes oppriment. Si je ne puis pas dans toutes les occasions détruire entièrement les charmes funestes, j'en ai souvent le pouvoir, et du moins je suis toujours la maîtresse de les adoucir par ma puissance et par mes conseils. Ma nièce était du nombre de celles à qui je ne pouvais faire la faveur entière. N'osant découvrir l'intérêt que j'y prenais, il me parut plus à propos de la laisser sous le nom de la fille du marchand. J'allais sous différentes formes la voir souvent, et j'en revenais toujours satisfaite. Sa vertu et sa beauté égalaient son esprit. Âgée de 14 ans, elle avait déjà fait voir une constance admirable dans la bonne et mauvaise fortune que son prétendu père avait éprouvée. Je fus ravi de connaître que les plus cruels revers n'avaient point été capables d'altérer sa tranquillité. Au contraire, par sa gaieté, par la douceur de sa conversation, elle s'était fait un devoir de la ramener à son père et à ses frères, et j'avais le plaisir de voir qu'elle avait des sentiments dignes de sa naissance. Mais cette douceur était mêlée de la plus cruelle amertume quand je me rappelais que tant de perfections étaient destinées pour un monstre. Je travaillais, je m'occupais vainement nuit et jour à chercher les moyens de la garantir d'un si grand malheur, et j'étais au désespoir de ne pouvoir rien imaginer. Cette inquiétude ne m'empêchait pas de faire de fréquents voyages auprès de vous. Votre femme, qui n'en avait pas la liberté, me sollicitait sans cesse de vous aller voir, et malgré la protection de notre amie, sa tendresse alarmée lui persuadait toujours que les moments où je vous perdais de vue étaient les derniers de votre vie, et ceux que notre ennemi sacrifiait à sa fureur. Cette appréhension la troublait si fort qu'à peine me donnait-elle le temps de me reposer. Quand je venais lui rendre compte de l'état où vous étiez, elle me suppliait avec tant d'instance d'y retourner qu'il m'était impossible de la refuser. Touché de son inquiétude et voulant plutôt la faire cesser que m'épargner les peines qu'elle me causait,
je me servis contre notre barbare compagne des